Sunday Night Production. Voilà, de toute façon, généralement, on sait très bien que ceux qui sont bourrés de certitudes et pensent tout savoir sont, la plupart du temps, ceux qui en savent le moins. Il faut bien comprendre que la motivation est un héritage ancestral. Quand les Homo sapiens avaient très faim, ils devaient partir à la chasse parce qu'ils savaient. Le besoin de relations sociales, et on s'en rend pas forcément compte, mais par exemple les réseaux sociaux, les groupes de coureurs, le podcast que les gens sont en train d'écouter, c'est aussi ça qui vient booster la... Valoriser chaque progression de l'athlète, même les plus petits, et inclure par exemple des objectifs intermédiaires, des micro-objectifs qui vont aider l'athlète à gagner confiance en lui Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous allons parler d'un élément central de la performance sportive, la motivation. Comment fonctionne-t-elle? Pourquoi fluctue-t-elle? Et enfin, est-ce qu'on peut la booster? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions et pour nous aider à percer les secrets de la motivation des grands champions, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui maîtrise à la perfection ce sujet. Il s'agit de Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va? Est-ce que tu es motivé à l'idée d'enregistrer cet épisode avec moi aujourd'hui? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Guillaume, ça va super bien et je te dirais je suis plus que motivé, je suis surmotivé parce que c'est vraiment en cette période qu'on en a le plus besoin, donc j'espère qu'on va réussir à travers cet épisode à rebooster toutes celles et tous ceux qui pourront en avoir besoin et leur donner les clés pour faire face à une situation qui commence à durer et qui je pense va encore se prolonger un petit moment. Il y a des chances que ça se prolonge un petit moment effectivement. Fred, je te propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet d'aujourd'hui, parce que l'heure est grave. Tu n'es pas sans savoir qu'on a complètement bousculé le calendrier des sorties d'épisodes pour pouvoir enregistrer celui-ci en priorité, tout simplement parce qu'on a reçu énormément de messages de nos auditeurs et de nos auditrices qui s'inquiètent pour la suite de leur saison sportive et on les comprend parfaitement. Malheureusement, après une courte période d'accalmie pendant l'été, les annulations de courses ont repris de plus belle et bon nombre de coureurs et de coureuses s'interrogent sur leur capacité à pouvoir rester motivés et surtout à rester mobilisés dans leur entraînement. En fait, ils craignent tout simplement de régresser en l'absence de compétition, ce qui peut tout à fait se comprendre. Alors du coup, dis-moi Fred, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour qu'on puisse rester motivé, pour qu'on puisse quand même progresser cette année et surtout pour qu'on puisse garder de l'espoir parce que en cette période un peu délicate, je pense que c'est important et qu'on en a besoin de garder de l'espoir. Alors effectivement Guillaume, malheureusement on vit une période complètement inédite qui nous oblige à faire face à l'un des sentiments que l'homme déteste le plus, l'incertitude. Et si nous n'aimons pas ça, c'est tout simplement parce que c'est un sentiment angoissant. On peut par exemple évaluer un risque ou un danger, mais face à l'incertitude, on ne peut rien, mais vraiment rien prévoir. Et au final, on déteste ne plus avoir le contrôle sur nos choix ou du moins ce que nous pensons pouvoir contrôler. Et face à cette situation, on peut vite se sentir bloqué, paralysé, en colère ou même frustré. Donc tu vois qu'on est dans une situation vraiment complexe et pas très agréable pour l'être humain. C'est exactement ça, Fred. Et tu sais, il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans les messages qu'on reçoit, c'est le fait qu'on ne sait pas comment agir. Est-ce qu'on doit préparer une compétition ou pas? Comment est-ce qu'on doit adapter nos entraînements pour continuer à progresser ou tout du moins pour pas régresser cette année? Et évidemment, on est tous à se poser cette question. Est-ce qu'on va pouvoir raccrocher un dossard dans les 6 prochains mois ou même en 2021 parce qu'on en arrive même à penser, est-ce qu'on va pouvoir courir en 2021? Franchement, rien n'est moins sûr. C'est quand même beaucoup de questions auxquelles on doit faire face et malheureusement, il y a même des coureurs qui se demandent aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens de s'entraîner? On en est arrivé là. Eh bien, déjà, c'est tout à fait normal, Guillaume. Comme je disais, la perte de sens est un vrai risque. Déjà parce qu'il y a une dimension émotionnelle avec le stress et l'inquiétude qu'on pourrait sentir actuellement. Et surtout, une perte motivationnelle. Sans objectif, on peut se désengager progressivement de ses entraînements et après, tu le vois bien, c'est le cercle vicieux. Comme on est moins impliqué, on régresse, donc on se dévalorise et là, le doute commence à s'installer et on
on peut vite finir par tout remettre en question. Et c'est pour ça qu'il faut absolument agir et le plus rapidement possible afin d'éviter ça. Ouais, mais justement, Fred, comment est-ce qu'on peut agir? C'est pas une situation anodine qu'on traverse actuellement, donc j'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle. Alors ça, c'est sûr, Guillaume, il n'y a pas de méthode miracle, mais tu vas voir qu'il existe quand même quelques solutions simples et efficaces qu'on peut mettre en place pour surmonter l'ensemble de ces difficultés. Regarde par exemple les athlètes de haut niveau, et je pense là de manière assez rapide à Kevin Mayer qu'on a reçu récemment dans le podcast. Eh bien, je peux te garantir que lui, comme beaucoup d'autres, arrivent à gérer parfaitement cette situation. Tout simplement parce qu'ils ont réussi à reprendre le contrôle sur leurs émotions, et surtout, ils se sont adaptés au contexte. Du coup, leur motivation reste intacte, voire peut être même renforcée. Je te cache pas que je suis très curieux de connaître leur méthode, parce que je l'ai remarqué aussi, effectivement, quand on a reçu dans le podcast des athlètes de haut niveau, j'ai vraiment eu cette impression qu'ils n'étaient pas vraiment impactés, en tout cas dans leur entraînement. Ils se posaient des questions évidemment comme tout le monde, mais dans leur entraînement, c'est vrai que j'ai pas remarqué une baisse de morale ou une baisse de motivation, et ça m'avait aussi surpris, surtout notamment Kevin Mayer qu'on a reçu dernièrement. J'ai aussi eu cette impression-là, mais moi ça m'intéresse parce que je sais pas comment ils font pour gérer cette incertitude, surtout quand tu es un athlète professionnel, parce que les enjeux ils sont quand même beaucoup plus importants pour eux que pour nous en tant qu'athlètes amateurs. Alors déjà, ça va te paraître paradoxal, je pense, mais l'incertitude n'a pas que des mauvais côtés. Par exemple, elle peut briser la routine et la monotonie de nos saisons. Il faut bien le reconnaître, hein, Guillaume. On est un peu comme ça, nous les coureurs, on n'aime pas vraiment changer nos habitudes. Et en ce moment, c'est bien l'inverse qui se passe. On adore courir sur nos parcours d'entraînement habituels, participer aux courses qu'on connaît bien. On fait les corridas, les crosses en hiver, puis les marathons ou les trails au printemps et l'été. Mais pour progresser, il faut savoir élargir sa zone de confort, on en a déjà parlé, et il faut l'élargir en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Eh bien, l'avantage avec l'incertitude, c'est qu'elle renforce notre capacité à nous adapter, à évoluer et surtout à surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Et ça, sur le long terme, c'est réellement bénéfique. Je pense que tu as raison, Fred. C'est vrai que la meilleure chose à faire actuellement, c'est pas d'essayer coûte que coûte de s'accrocher à sa routine habituelle de coureur ou de coureuse en faisant un peu l'autruche, mais d'en profiter pour tenter de nouvelles choses. Après, sur le papier, je suis d'accord avec toi, mais tu sais très bien que dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Déjà parce que pour être dans cette démarche, tu as besoin d'un minimum de motivation, et sans la perspective d'une course, c'est là que ça devient compliqué de trouver cette motivation-là. Et du coup, moi, j'ai envie de commencer par là en te posant cette question. Est-ce que tu peux nous aider à retrouver un maximum de motivation en sachant qu'il n'y a pas ou qu'il va y avoir peu de compétition pendant très longtemps? Alors, je suis d'accord avec toi. Pour beaucoup d'entre nous, les compétitions sont l'essence même du sport. Elles sont l'aboutissement d'une préparation rigoureuse. Elles nous donnent la possibilité de nous confronter à nous-mêmes et aux autres. Et surtout, elles nous rassemblent. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on aime les compétitions et qu'elles nous motivent. Après, même si les compétitions sont une source importante de motivation, il ne faut pas le nier, elles sont loin d'être les seules, et heureusement. D'ailleurs, si on revient à l'étymologie du mot motivation, eh bien, il vient du latin movere qui signifie bouger. Et ça nous confirme quelque chose de vraiment important. La motivation en elle-même, elle n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est l'action qui résulte de cette motivation. On est d'accord, si on est motivé mais qu'on n'est pas capable de mettre à profit cette motivation, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Je sais que c'est une valeur que tu défends. D'ailleurs, on en avait parlé notamment dans la saison 1 du podcast. Souviens-toi, c'était l'épisode sur l'autodiscipline. Tu nous avais très bien expliqué d'ailleurs que la motivation sans autodiscipline, elle ne servait à rien, puisque les motivations, ça fluctue, il y a des hauts, il y a des bas, et que ce qui compte, c'est d'être régulier, c'est d'être persévérant, et que du coup, ce qui va faire la différence, c'est pas la motivation, mais l'autodiscipline. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas écouté cet épisode sur l'autodiscipline, je vous le recommande vraiment, parce que c'est un point de vue assez intéressant que Fred défend. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quand même la source, et le point de départ de l'autodiscipline, ça reste quand même la motivation. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, la motivation, c'est un phénomène qui est assez étrange, parce que d'un côté, c'est une force incroyable qui va pousser l'athlète à passer à l'action, sans faire attention aux obstacles qui se dressent devant
devant lui, il a une force incroyable, il voit pas les difficultés, il fonce un peu tête baissée, mais à contrario, le fait d'être démotivé, ça peut nous paralyser et ça peut nous pousser à ne rien faire, à procrastiner, on a envie de rien. C'est un peu, si tu veux, comme le yin et le yang, la motivation, j'ai l'impression. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des études qui se sont intéressées à ça, mais à mon avis, oui, parce que c'est un sujet passionnant et je sais pas si on sait d'où est-ce que ça vient, par exemple. Alors déjà, pour répondre à ta première question, bon nombre de scientifiques ont tenté, je vais dire, de percer les secrets de la motivation et on doit le reconnaître avec plus ou moins de succès. En fait, les récentes études semblent démontrer que ça se situe du côté de la région centrale de notre cerveau, alors plus précisément le pallidum ventral. Alors, dans cette région du cerveau, on va retrouver deux populations distinctes de neurones qui vont contrôler nos prises de décision. L'une nous motive à agir par plaisir, l'autre nous motive en quelque sorte à ne pas agir pour éviter de souffrir. Du coup, on s'aperçoit que toutes nos décisions reposent sur des motivations ambivalentes à la fois positives et négatives, le yin et le yang comme tu le disais très bien. Alors, ces décisions vont fluctuer en fonction de chaque situation, de chaque contexte ou encore en fonction de notre humeur, de notre stress, voire de notre santé mentale. Il faut bien comprendre que la motivation est un héritage ancestral. Quand les Homo sapiens avaient très faim, ils devaient partir à la chasse parce qu'ils savaient que ça allait leur procurer du plaisir de manger. Mais quand ils n'avaient pas faim, ils ne faisaient pas cet effort parce que cela représentait pour eux un coût énergétique et surtout un danger d'aller à la chasse. De même, un Homo sapiens très affamé s'approchera quand même d'une source de nourriture, même s'il voit un autre prédateur tout près, tout simplement parce que le besoin de manger, le plaisir qu'il en tirera, l'emporte largement sur la menace du prédateur. Et pendant des millions d'années, les hommes ont dû faire des choix pour assurer leur survie. Et même si aujourd'hui nous n'avons plus besoin de chasser et que nous vivons dans une certaine forme de confort, cet instinct reste gravé en nous à travers le phénomène notamment de motivation. Du coup, quand on doit prendre une décision, Guillaume, deux types de motivation nous poussent à agir. La première, comme je te le disais, positive, elle met en jeu le plaisir de faire quelque chose parce qu'on en a envie. Et la seconde, négative, qui fait intervenir la douleur ou l'évitement d'un danger. Je comprends mieux. La motivation, en fait, c'est simplement un processus qui va aider une personne à agir, un athlète à courir par exemple. Elle va nous permettre d'orienter nos forces, nos ressources pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Évidemment, ça peut fluctuer en fonction de comment on se sent, si on est fatigué, si on a du stress, si on est anxieux ou tout simplement des risques qui se présentent à nous. On peut être plus ou moins motivé, voire démotivé à l'idée d'y aller. Mais du coup, aujourd'hui, la démotivation, ça a évolué et on est confronté plutôt, je vais prendre quelque chose que, à mon avis, malheureusement, beaucoup d'athlètes connaissent. Par exemple, je dois aller faire un footing ce soir, mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai un peu la flemme, je suis démotivé à l'idée de m'entraîner, ça me saoule. Alors, comment est-ce que je dois faire pour retrouver la motivation ? Déjà, la première chose, et qui me semble primordiale, c'est de remettre tes priorités en perspective et te poser les bonnes questions. Pourquoi tu es démotivé ? Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce que tu risques la blessure ? Est-ce que tu es dans une phase de fatigue excessive ? Si oui, tu vois, tu peux te réadapter, voir cela. Mais s'il n'y a pas de raison valable, un réel danger, tu dois reprendre le contrôle sur tes émotions et t'interroger sur ce que tu veux vraiment pour toi sur le long terme et pas dans l'instant T. Parce qu'en fait, si tu penses à court terme, tu vas avoir un plaisir dans l'instant à rester au chaud sur ton canapé, mais ce sentiment de bien-être va généralement laisser la place à des regrets quelques heures plus tard. On connaît tout ça, on se dit « Ah bah si j'y étais allé, j'aurais peut-être dû me bouger ». Le plaisir qu'on a passé bien au chaud sur son canapé devant la télé s'évanouit assez rapidement. Du coup, pour retrouver la motivation, tu dois penser à toutes les choses positives que cet entraînement va te procurer. Par exemple, le sentiment d'accomplissement, le plaisir d'être fier de toi. Et à contrario, si tu n'y vas pas, ce sentiment qui pourrait se saisir de toi et notamment de culpabilité. En fait, tu dois réellement reprendre le contrôle sur tes émotions et surtout sur ce que tu veux vraiment. Et au final, qu'est-ce que tu vises à travers l'entraînement de ce soir, l'objectif à plus long terme qui te permet de rester focus, comme on dit.
Merci beaucoup Fred pour tous ces précieux conseils. Comme on dit, si vous hésitez à aller vous entraîner, si vous vous posez la question, dites-vous que on ne regrette jamais d'être allé à l'entraînement, alors que malheureusement, l'inverse n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, moi ce que j'ai remarqué Fred, c'est que dans le monde du sport, on n'a pas tous les mêmes leviers motivationnels. Vraiment en fonction de chacun, ça peut varier, les leviers, les ressorts de motivation. Toi justement qui fréquentes beaucoup d'athlètes en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as remarqué aussi des différences motivationnelles en fonction des uns et des autres? Alors, comme tu le soulignes très bien, hein, il y a vraiment une multitude de sources motivationnelles et de nos jours, on en parlait, hein, la motivation a évolué et elle demeure maintenant avant tout liée à la personnalité de chacun. Mais globalement, on peut faire ressortir, distinguer deux formes principales de motivation. Tout d'abord, tu as la motivation intrinsèque qui est conduite uniquement par l'intérêt et le plaisir que le sportif lui-même trouve à courir. Et du coup, il n'attend aucune récompense qui vienne de l'extérieur. Et parallèlement, tu as une motivation extrinsèque qui, elle, est provoquée par une circonstance, une réaction de l'extérieur. Par exemple, le coureur cherche l'approbation ou l'attention des autres. Les autres, ça peut être ta femme, ton compagnon, ton enfant, tes parents. Il veut être reconnu comme étant un sportif performant dans son domaine. Donc, tu vois, déjà, tu as deux types assez différents de motivation à la source. Après, il faut faire attention. La plupart du temps, nos formes de motivation ne sont pas aussi cloisonnées que cela, mais elles sont plutôt interdépendantes. On est rarement tout blanc ou tout noir, et c'est surtout une question de prédominance et de répartition. Il faut bien comprendre que la motivation est provoquée par des facteurs propres à chaque personne, en fonction notamment de son histoire personnelle, qui, elle, peut et est souvent influencée par des éléments extérieurs. On ne vit pas dans un vase clos ou sous une cloche. Donc la personne qui te dirait qu'elle a des motivations uniquement intrinsèques, elle peut peut-être le croire, mais si on y aura de plus près, ça ne sera pas le cas. Et parallèlement, si tu n'as des motivations qui ne sont qu'extrinsèques, elles ne tiennent pas longtemps parce que tu ne peux pas dépendre que de l'extérieur et tu as besoin d'un moteur, on va dire, interne, puissant également. D'accord, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est plutôt une question de répartition et de prédominance, comme tu dis. Après, j'imagine que ceux qui sont peut-être sur des leviers avec des prédominances motivationnelles extrinsèques, eh bien, eux, aujourd'hui, ils ont plus de difficultés motivationnelles avec l'annulation des compétitions que ceux qui sont sur des leviers à prédominance intrinsèque. C'est peut-être ça aussi qui explique qu'on ne réagit pas tous pareil à l'absence de compétition. Il y en a qui sont beaucoup plus démotivés parce qu'il n'y a plus de course à cause de leur source motivationnelle. Alors, a priori, c'est ce qu'on pourrait penser dans une réflexion qu'on pourrait dire logique, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus compliqué malheureusement, puisque l'être humain est, on va dire, une machine ou un être vivant plutôt compliqué et multiple. Comme je te l'expliquais, la motivation, ce n'est pas un processus linéaire et constant. Elle varie dans le temps en fonction de plusieurs éléments, comme par exemple, on en a parlé, ton état de fatigue, la confiance que tu as en toi, le manque de sommeil, le stress, l'anxiété ou encore l'isolement social que certains ont pu connaître encore récemment avec les périodes que nous vivons. Toutes ces choses, elles ont un impact direct sur ta motivation. Et donc, il faut bien comprendre que la démotivation est liée essentiellement à des facteurs émotionnels. Alors, si ce n'était qu'une histoire de compétition, en temps normal, personne ne serait jamais démotivé. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Même lorsqu'il y a des compétitions prévues chaque week-end, tu as des sportifs qui traversent des épisodes de démotivation. Donc, on voit que tout n'est pas lié de manière aussi automatique. Et donc, parallèlement, l'absence de course n'est donc probablement pas l'unique raison qui explique cette démotivation. Tu dois donc chercher à identifier où j'aurais plutôt tendance à dire les problèmes pour agir dessus concrètement. Intéressant ce que tu me dis parce que c'est vrai que l'absence de compétition, on peut vite penser que finalement, si on a des problèmes de motivation, c'est lié à ça. Mais toi, ce que tu nous expliques, c'est que
c'est effectivement une circonstance aggravante, mais que c'est surtout lié à un état émotionnel. C'est-à-dire que la crise sanitaire, ça a aussi engendré du stress, de la fatigue, de l'isolement. On le voit encore dans les grandes villes avec le couvre-feu ou le manque de contact humain. Et ça aussi, ça joue sur la motivation qu'on peut avoir. Et il ne faut pas se concentrer que sur l'absence de compétition parce que selon toi, ce serait une erreur. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en compte et donc il faut travailler toutes les sources. Et en tout cas aussi, si on corrige peut-être d'autres sources externes, on peut mieux vivre l'absence de compétition. Donc, je garde ça dans le coin de ma tête. Justement, toi, Fred, quelle méthode tu utilises avec tes athlètes en tant qu'entraîneur pour booster leur motivation? Est-ce que tu as des techniques que tu mets en place dans tes coachings? Pas forcément période de Covid d'ailleurs, hein, mais même de manière générale. Bien, en ce qui concerne la motivation sportive, il existe plusieurs macro-théories axées sur le développement et la psychologie des athlètes. Il y a la théorie de l'autodétermination, qu'on appelle aussi TAD, TAD, qui est particulièrement efficace pour régler des problèmes d'ordre motivationnel. Elle a été formulée par Edward Deci et Richard Ryan en 2002. Alors, très concrètement, leur théorie révèle qu'il existe 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le premier, c'est le besoin d'autonomie. L'athlète a besoin que ses choix proviennent de lui, qu'il est libre d'organiser sa vie comme il le souhaite. Il assume ses choix, ses décisions, évidemment tout en tenant compte de son entourage et de son environnement. Mais il a le contrôle sur ses priorités et il peut organiser ses entraînements en fonction de son travail, de sa vie sociale, de sa vie familiale, sans avoir l'impression de devoir rendre des comptes. Le deuxième besoin, c'est le besoin de compétence. L'athlète se sent capable d'effectuer les entraînements avec différents niveaux de difficulté. Il a le goût du dépassement de soi et il aime relever les défis. Et enfin, le dernier besoin, c'est le besoin de relations sociales. L'athlète doit se sentir connecté à sa communauté. Il est soutenu par sa famille, son entraîneur et toutes les personnes qui sont importantes pour lui. En résumé, plus l'athlète va satisfaire ces 3 besoins, plus il sera motivé. Et à l'inverse, s'il y a des difficultés à y répondre, à l'un ou à l'autre, voire à plusieurs en même temps, sa motivation va décroître et par conséquent son engagement, ses performances et son bien-être de sportif et même son bien-être général vont également diminuer et subir un contre-coup. D'accord, donc ça c'est la théorie de l'autodétermination dans la motivation des athlètes. C'est intéressant, effectivement, on se rend compte que ces 3 besoins fondamentaux, le besoin d'autonomie, c'est-à-dire pouvoir organiser ses entraînements comme on veut, comme on le souhaite, sans avoir l'impression d'avoir toujours à rendre des comptes à un patron, à sa famille, parce que c'est vrai que ça c'est des choses qui viennent nuire à ta motivation. Le besoin de compétence, c'est clair que plus on est doué, plus on se sent fort dans un domaine, plus c'est un domaine qui nous passionne et plus on est motivé à le réaliser. C'est pour ça que c'est plus dur d'aller à l'entraînement après une coupure, après une blessure, après un arrêt parce que on se sent pas fort, donc on est moins motivé à l'idée d'y aller. Et quand on prépare un marathon, on est très entraîné en fin de marathon et vraiment on a une motivation qui est énorme. Et ça c'est quelque chose à mon avis que tout le monde a constaté. Et aussi le besoin de relations sociales et on s'en rend pas forcément compte, mais par exemple les réseaux sociaux, les groupes de coureurs, le podcast que les gens sont en train d'écouter, c'est aussi ça qui vient booster la relation sociale. Donc c'est vraiment des trucs qu'on remarque pas en temps normal, mais qui sont étudiés par des scientifiques. Et c'est vrai que ça nous permet vraiment du coup d'apporter peut-être plus d'attention à ça pour rester motivé. Mais toi concrètement, comment est-ce que tu mets en place ça dans tes entraînements? Est-ce que tu as des stratégies pour le mettre en place? Comment tu le traduis dans ton coaching? C'est ça qui m'intéresse. Alors ça c'est vraiment une excellente question, Guillaume, parce que maintenant il s'agit, comme en toute chose, de passer de la théorie à la pratique, et on sait que c'est pas forcément aussi facile qu'on le pense. Alors, moi, par rapport aux athlètes, je vais d'abord faire en sorte de les accompagner au mieux dans la satisfaction de leurs besoins. Par exemple, en leur donnant l'autonomie de choisir les compétences qu'ils souhaitent développer, les compétitions auxquelles ils souhaitent participer, et surtout m'assurer qu'ils ne se mettent aucune barrière dans leur objectif. Je vais te prendre un exemple très concret. J'ai souvent, ça arrive très fréquemment, des athlètes, souvent quand c'est des nouveaux arrivants dans le groupe d'entraînement, qui me disent « Mais tiens Fred, toi tu penses que je serai le plus performant sur quelle distance ?» Moi je leur réponds systématiquement « Toi sur quelle distance tu veux ?
veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. C'est simplement ça, c'est le remettre au centre pour que lui satisfasse ses besoins et qu'il n'ait pas le sentiment de répondre aux besoins ou aux attentes d'une tierce personne, en l'occurrence l'entraîneur que je peux être. Pour le besoin de compétences, il faut absolument valoriser chaque progression de l'athlète, même les plus petits, et inclure par exemple des objectifs intermédiaires, des micro-objectifs qui vont aider l'athlète à gagner confiance en lui jusqu'à l'objectif final. Alors, l'entraîneur, il faut bien comprendre qu'il doit aussi régulièrement donner des feedbacks à ses athlètes, parce que ça, c'est très important. L'athlète court, il nous remet en tant qu'entraîneur une forme de compétence et d'autorité. Et si derrière, on lui fait pas un retour, et évidemment, comme je le disais, le plus positif possible, même quand les séances se passent mal, expliquer en quoi ça sert d'avoir des séances qui ne se passent pas forcément comme on l'attendait. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, on perd le sens de ce qu'on fait. Et pour le besoin de lien social, bah voilà, tu vois, par exemple, moi, je vais favoriser l'esprit d'équipe au sein de mon groupe et créer un maximum d'échanges entre les athlètes pour garder le lien en dehors des entraînements. C'est vraiment le rôle et la responsabilité de l'entraîneur de tout mettre en œuvre pour préserver la motivation de ses athlètes. Et pour réaliser tout ça, bah, je n'ai pas nécessairement besoin de compétition, mais j'ai juste besoin d'un objectif. Ouais, mais justement, je vois bien que tu es très attentif au maintien de la motivation de tes athlètes. Et finalement, ce n'est pas quelque chose qui repose que sur ses épaules. C'est aussi l'intérêt d'avoir un encadrement, d'avoir un coach, parce qu'il va aussi t'aider à gérer ces périodes de motivation à travers son coaching. Donc ça, c'est hyper cool. Mais l'objectif, c'est la compétition. Donc on en revient toujours au même point. Avec ce problème de manque de compétition. Eh ben, là, absolument pas. On va réfléchir 2 minutes à ça. Si c'est pas excessif, tu devrais tenir. C'est gentil, Fred. Oui, je devrais pouvoir tenir 2 minutes. Bon, alors déjà, il est important de rappeler que savoir se fixer des objectifs est essentiel. Parce que en plus de déterminer un cap, notre objectif nous responsabilise et il nous permet de nous focaliser sur nos priorités. Chaque jour, vraiment chaque jour, ça nous incite à passer à l'action et c'est vraiment le moteur, vraiment je dis j'insiste parce que c'est un le capital, c'est le moteur de notre motivation. Sans objectif, c'est beaucoup plus difficile d'évoluer, de changer ou de corriger ses erreurs. Et du coup, en tant qu'entraîneur, j'identifie 2 types d'objectifs, l'objectif ultime et l'objectif tactique. Je m'explique. L'objectif ultime détermine le niveau de performance qu'un athlète souhaite atteindre dans l'absolu, alors que l'objectif tactique caractérise les actions qu'il doit mettre en place pour atteindre son objectif ultime. Et si tu exprimes un souhait sans le corréler à une stratégie, du coup, tu vas perdre ton temps. On est d'accord. Et ce qu'il y a d'intéressant, si je puis dire, avec cette crise sanitaire, parce que comme je disais, il faut toujours positiver, donc il faut aussi y trouver des éléments positifs et du coup intéressants, c'est qu'elle nous offre du temps. On est plus soumis actuellement à l'agenda des compétitions qui pour certains athlètes est très chargé, et donc on a le temps de travailler plus en détail ces fameux objectifs tactiques. Je vais te prendre un exemple. Les coureurs sur route, les marathoniens ou les trailers manquent la plupart du temps de vitesse, qui est pourtant un des éléments clés de la progression. On l'a vu lorsqu'on a fait nos récents épisodes sur les facteurs de la performance. C'est donc le moment parfait pour mettre un plan d'action sur 3 mois pour corriger définitivement ce problème. Et si on veut vraiment être complet, on peut travailler aussi l'aspect mental avec le travail de résistance à la douleur, par exemple. Donc, on a l'occasion de faire une vraie préparation complète. Et d'un point de vue d'entraîneur, comme je suis, cette crise a également des avantages et pas que des inconvénients, parce que du coup, on n'est pas un peu poussé au taquet sur des objectifs concrets de compétition sur lesquels il faut s'aligner. Écoute Fred, c'est parfait si tu parles de ce sujet-là maintenant. C'est une transition toute trouvée pour moi. Je sais qu'avec tes athlètes, tu es particulièrement vigilant à faire en sorte qu'ils gardent leur motivation, à leur trouver des challenges, des défis pour qu'ils puissent rester mobilisés et impliqués dans leur entraînement. Pour ça, tu as créé un plan spécifique basé sur la progression de l'athlète, parce que c'est le moment justement de mettre en place des choses qui vont vraiment les aider à progresser dans leur entraînement. Et tu as identifié notamment
notamment des leviers pour ça et la vitesse, la VMA en fait partie. Tu nous as parlé de ce que toi tu mettais en place avec ton groupe d'entraînement et du coup avec Pierre-Emmanuel qui travaille aussi sur le podcast, on a trouvé que c'était une super idée et qu'on devait absolument le proposer à nos auditeurs et auditrices qui cherchent aussi un objectif, un défi en période de non-compétition. Et c'est aussi la force un petit peu qu'on a à travers le podcast, c'est qu'on va pouvoir jouer à fond la carte du côté ludique avec des challenges intermédiaires comme tu nous l'expliquais parce que c'est important de pouvoir avoir des micro-objectifs pour rester mobilisé. Et aussi, on va essayer de rendre ce challenge le plus cool et le plus ludique possible en impliquant toute la communauté pour qu'on puisse se motiver les uns des autres et partager ça tous ensemble. C'est comme ça qu'est né le VMA Boost Challenge. C'est un programme que tu as imaginé. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme-là spécifiquement pour ceux que ça intéresse? Et pour ceux que ça n'intéresse pas, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des idées de qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période pour essayer de progresser et de se servir de ça pour vraiment travailler ses points faibles. Comme tu le disais, en fait, ce programme est né d'une pratique de terrain que j'ai dû mettre en place face à la situation que nous vivons, la situation d'absence de compétition. Alors je dis que j'ai dû mettre en place, mais j'ai pu aussi observer sur les réseaux et en échangeant avec d'autres entraîneurs que je n'étais évidemment pas le seul à fonctionner de la même manière. C'est qu'en fait, on challenge nos groupes d'entraînement. Des fois même, on réunit différents groupes d'entraînement pour se challenger entre nous. Et fixer des objectifs intermédiaires, soit sous forme de séance test, voire même en fin de préparation, un test grandeur nature sur un parcours sur un parcours mesuré et fiable avec chronomètre à l'appui et en s'y préparant comme si c'était une compétition. Et je peux te dire que voilà, l'aspect ludique et défi fonctionne très bien même avec les athlètes les plus chevronnés et le plus haut niveau. Moi, ce que tu me dis, ça m'intéresse grave. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les étapes par lesquelles on va passer pour toutes celles et ceux qui veulent s'inscrire à ce challenge? Concrètement, ça va ressembler à quoi? Alors très très concrètement, la porte d'entrée du challenge que nous mettons en place, c'est d'abord, on va dire, une évaluation de niveau. Et cette évaluation de niveau, pour faire simple, pour pas que chacun se retrouve à devoir organiser un test VMA de son côté, je l'ai fixé sur une distance de 1500. J'en ai déjà parlé, parce que j'estime que c'est une distance idéale pour à la fois évoluer la vitesse et la résistance d'un athlète. On n'est pas sur de la vitesse pure absolue et ça fait quand même intervenir la notion d'endurance qui participe de la performance. Donc, on a ce test sur 1500 mètres. Ensuite, on a notre programme qui est évidemment orienté vitesse, donc avec un certain nombre de séances VMA, mais sur 3 mois découpés par bloc d'1 mois. C'est-à-dire qu'on fait des micro-périodes de 4 semaines au bout desquelles, à chaque fois, il y a un nouveau test qui peut être une séance test. Et ça ne sera pas à chaque fois le 1500 mètres parce qu'il faut inclure de la diversité et il faut aussi, sur ces microcycles, on va travailler des choses très spécifiques, valider le travail effectué. Donc, à la fin de chacun de ces microcycles, un nouveau test qui nous permettra de valider le travail fait et si besoin, de réadapter les allures pour la phase suivante. L'idée étant d'arriver au test final, qui est un test sur 5 km qu'on va proposer à toutes et tous et se faire une sorte on va dire de classement, comme on l'a vu avec les courses virtuelles qui ont connu un véritable essor durant cette période, on va dire, d'absence de compétition réelle. Merci pour les précisions, Fred. C'est un challenge qui m'intéresse à titre personnel parce que j'ai un peu besoin de me rebooster en ce moment. C'est pas forcément la grande forme et je vois mon niveau un peu décroître. Donc, il va falloir que je me reprenne en main. Donc, c'est parfait pour moi. Du coup, je vais réexpliquer un petit peu le principe pour savoir si j'ai bien compris et tu me coupes si je me trompe et que tu veux apporter des précisions. L'idée, c'est que ce challenge commence à travers un test, 1,5 km, un 1500 mètres. On va courir sur 1,5 km avec le niveau qu'on a actuellement pour vérifier un petit peu la vitesse, la forme qu'on a. Ensuite, on va pouvoir répondre à un questionnaire personnalisé où on va, entre autres, mettre cette donnée chronométrique du test sur 1500 mètres. On va recevoir un programme personnalisé que tu vas nous concocter avec des objectifs tous les 4 semaines. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, c'est de pouvoir
progresser, mais on va avoir tous les mois un objectif pour savoir si on a passé un palier ou pas, avec évidemment des récompenses, des statuts qu'on va obtenir en fonction de notre progression, notre évolution. On va aussi avoir des contenus médias, des podcasts, des vidéos, pour pouvoir comprendre les séances qu'on va réaliser, pour pouvoir vraiment savoir ce qu'on fait, parce que je pense que c'est hyper important de donner du sens à la pratique et de vraiment savoir quelle séance va être bénéfique, pourquoi, comment, parce que c'est stimulant aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Et donc là, on va retrouver des podcasts, des contenus médias. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les contenus médias que tu vas proposer en plus du plan d'entraînement personnalisé? Alors tu l'as évoqué hein, sur la question programme d'entraînement, je n'y reviendrai pas. Il y a une partie plan évidemment, mais à côté de ça, parce que c'est notre ADN, on ne donne pas des plans sans accompagner les personnes qui vont les suivre dans la compréhension de ce qu'on leur demande de faire en fait. Donc du coup, on va avoir 5 épisodes pour comprendre ce qu'on leur demande. Un épisode général, vraiment qu'on pourrait appeler la notice du VMA Boost Challenge, où on explique concrètement comment cela s'organise. On a un épisode sur la VMA, le travail de la vitesse, et qu'est-ce qu'on en attend concrètement et quels sont ses mécanismes. On a un épisode sur la musculation, parce que vous savez, toutes celles et tous ceux qui m'écoutent savent que j'aime toujours mettre de la musculation dans mes programmes d'entraînement, et là il y en a, mais lorsqu'on est en période de développement de VMA, c'est un type de musculation particulier qu'on met en place, et du coup on reviendra sur les spécificités de cette musculation dans un travail de développement de vitesse. On aura également un épisode sur les barrières mentales et la résistance à la douleur, et comment, on va dire, transcender ces éléments-là, parce que on va se retrouver peut-être aussi dans des situations où on est en difficulté face au travail qui est demandé, peut-être de manière isolée, puisque voilà, les circonstances font que, et un épisode sur comment on gère la trêve hivernale, parce qu'il ne nous a pas échappé qu'on propose un plan de 3 mois avec les fêtes de fin d'année qui arrivent en plein milieu, et évidemment l'idée c'est qu'est-ce que je fais pendant ces fêtes? Est-ce que je fais l'impasse sur les fêtes? Est-ce que je mets de côté le plan d'entraînement pendant 1 ou 2 semaines? Comment je gère les différentes festivités de ces moments-là? Voilà, on va donner les réponses à ces choses-là, et tout ce contenu sera résumé et condensé dans un e-book afin qu'il puisse être consultable au-delà de l'écoute des épisodes. Écoute Fred, parfait. Merci de nous avoir détaillé un petit peu plus le plan d'entraînement, les e-books, les vidéos, les podcasts qu'on va retrouver dans ce programme. On va pas en parler plus que ça. C'est déjà pas mal. Pour toutes celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rendre sur notre site internet avec ce lien direct www.training.dltdc.fr. On vous met aussi le lien direct en description de cet épisode, donc allez y jeter un œil. En tout cas, ça a été un épisode sur la motivation très intéressant. Est-ce que tu peux, avant de passer à l'instant lifestyle, parce que c'est un peu l'habitude qu'on a dans le podcast, nous rappeler les éléments clés importants à retenir de cet épisode si on veut rester motivé pendant toute la saison 2021 malgré cette foutue Covid-19? Alors déjà, il faut comprendre que la motivation, c'est une émotion, donc elle est fluctuante. Et déjà, se sortir de la tête l'idée qu'il n'y a pas de course, alors je suis démotivé, parce qu'il y a une partie de votre motivation qui est intrinsèque et qui est liée à votre propre plaisir de courir et au propre challenge, défi que vous pouvez vous donner à vous-même dans votre pratique sportive. La deuxième chose sur laquelle on doit trouver un élément motivationnel, c'est le fait que cette situation, même si elle va peut-être encore durer quelques semaines, quelques mois, n'est pas éternelle, et que c'est l'occasion rêvée de travailler certains aspects, notamment pour ceux qui font des distances plus longues, la vitesse, qu'on prend pas le temps de travailler réellement et sérieusement lorsqu'on est dans une saison entre guillemets normale. Et je dirais un dernier point clé, parce qu'on en a parlé, on a beaucoup parlé de l'accompagnement de l'entraîneur, c'est d'essayer, si c'est possible, parce que si vous vivez dans des coins vraiment isolés, je sais que c'est pas forcément aisé pour toutes et tous, mais c'est au maximum vous entourer de gens qui vous soutiennent
dans votre effort et aussi qui vous conseillent, donc aussi au-delà des gens de votre cercle familial, amical et qui vous soutiennent, on va dire moralement, des gens qui vous soutiennent également avec compétence dans le secteur sportif, comme tout simplement un entraîneur et un groupe d'entraînement. Merci infiniment Fred pour toutes ces informations. Rendez-vous sur le site internet. On passe maintenant à l'instant lifestyle. Est-ce que tu es OK ? Ok, allons-y. L'instant lifestyle, c'est votre rendez-vous bon plan, actu, produits, équipements, livres, applications, il y en a absolument pour tout le monde. Fred, qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs et nos auditrices en ce début de semaine ? Est-ce que tu as des choses à leur conseiller pour les booster et pour les motiver dans leur entraînement ? Alors pour leur donner un boost motivationnel, cher Guillaume, je vais faire du neuf avec du vieux, si je puis dire, parce que je vais exhumer. Alors je vais pas aller très très loin dans le temps. Je vais retourner en 2015, mais ça fait déjà 5 ans. Ah, 2015, c'était une belle année. Meilleur que 2020 en tout cas. C'était un bon cru. Plaisanterie à part. Je vais proposer, parce que j'aime beaucoup ce vidéoclip, au-delà de la musique déjà que j'apprécie, mais même si vous n'êtes pas forcément pop rock, parce que c'est de ça dont il s'agit, regardez la vidéo du groupe X Ambassador, qui s'appelle Renegade. Alors je le prononce avec mon fabuleux accent anglais, et en fait j'aime beaucoup ce vidéoclip parce qu'en fait, alors c'est très à l'américaine, hein, c'est avec des gens, de réelles personnes qui ont des handicaps assez sévères et qui décident de transcender ce handicap, et notamment dans le domaine du sport. Donc on voit une jeune femme qui est aveugle, qui fait du crossfit, et on voit en fait comment elle s'organise avec son entraîneur, les gens autour d'elle, pour le faire. Il y a un jeune homme qui est aveugle, qui fait du skate et des randos en VTT, malgré le fait qu'il soit aveugle. Donc tout ça, c'est franchement, moi si tu m'as déjà vu sur un skate, pourtant j'ai mes 2 yeux et avec mes lunettes je vois à 100%. Voilà, c'est une catastrophe absolue. Et là t'es simplement émerveillé. Une autre personne à qui il manque les 4 membres, mais qui fait des randonnées d'escalade avec un groupe d'escalade. Et la dernière personne qu'on voit, alors c'est des petites images, des petites séquences, hein, qui se succèdent tout au long du clip. C'est quelqu'un à qui il manque un de ses 2 bras, et qui veut faire de la boxe style, et à la fin on voit qu'il est dans un combat de boxe style boxe thaï, pardon, en Thaïlande. Et c'est vraiment ce type de choses que savent très bien faire les Américains. Faut quand même leur rendre hommage sur ce point-là. Parce que on sait tous, hein, on peut s'arrêter 30 secondes, on sait tous qu'il y a entre guillemets pire que nos situations, que celles qu'on vit en ce moment. Mais quand il nous arrive quelque chose qui est un peu dur, ou même la situation de pas avoir de course, comme on a parlé dans l'épisode, on peut avoir l'impression que ça sert plus rien à rien. Et voilà, on sait qu'il y a pire, mais quand on voit des images aussi fortes, alors moi j'aime beaucoup la musique en plus, donc ça me porte encore plus. On se dit vraiment il y a aucune raison, quoi. Si des gens à qui on a dit certainement beaucoup autour d'eux, tu y arriveras pas, c'est impossible, ne rêve pas, tatati tata, comme on sait que ça existe, voilà, ces gens avaient une telle force, une telle motivation que malgré tout ce qu'on a pu leur dire, eux ils sont allés au-delà et ils ont pu réaliser leurs rêves. Mais c'est tellement puissant, voilà, tu te dis c'est simplement formidable. Et là, si tu regardes ce clip et qu'après ça t'as pas envie de chausser les baskets pour essayer d'aller exploser ton record tout seul sur 10 km en faisant 15 fois le tour de ton pâté de maison, c'est que je pense qu'il y aura plus grand chose à faire pour toi, très honnêtement. Mais voilà, c'est un super clip, donc je vous conseille. Et puis voilà, si vous êtes comme moi et que vous parlez pas forcément très bien l'anglais, vous pouvez aussi aller sur les sites de traduction des paroles, parce que la chanson est construite autour de ça, sur la transcendance et le fait qu'il y a quand même des êtres exceptionnels qui vont au-delà des limites qu'on a pu fixer, et du coup ont une part de motivation qui a transcendé tout ça, qui leur a permis de déplacer les montagnes, comme on dit. Donc voilà. Écoute, je vais m'empresser d'aller sur YouTube pour trouver ce clip que je connais pas. Je connais un petit peu la chanson parce qu'elle passait, je crois, dans une pub à la télévision, mais j'ai jamais vu le clip. Effectivement, c'est une très bonne chanson. Donc Renegade sur YouTube, je vais aller voir le clip. Je pense que une petite dose de motivation, ça peut pas faire de mal.
Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour cet instant lifestyle spécial? Eh bien, je vais encore parler d'un livre. Je pense qu'il faut qu'on assume, Fred, le fait de parler beaucoup de livres dans l'instant lifestyle, parce que déjà, on lit beaucoup, c'est normal, on est obligé de se documenter quand on prépare les émissions du podcast. Hein, il faut bien qu'on puise nos inspirations. Et en plus, tu nous as rappelé aujourd'hui dans l'épisode sur la motivation que pour rester motivé, stimulé par nos entraînements malgré l'arrêt des compétitions, et si on veut toujours progresser, c'est important de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc oui, ça peut rentrer dans l'entraînement, mais c'est aussi extra-entraînement, comme par exemple la nutrition, la récupération, le sommeil, la musculation, le gainage. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pendant cette période parce qu'on a du temps pour essayer de progresser. Et là, le livre dont je vais parler aujourd'hui s'intéresse plus particulièrement à la nutrition. Ce livre s'appelle Le Guide de l'alimentation saine et il a été il a été écrit par Yuka et notamment Julie Chapon, qui est une des cofondatrices de cette application, et Anthony Berthoud, qui est nutritionniste. Et d'ailleurs, je vais aussi souligner Tom Chegaray, qui est l'illustrateur du livre, parce que les illustrations sont vraiment très très belles. Yuka, tu sais, c'est cette application pour scanner ses aliments et savoir s'ils sont de bonne composition, s'il n'y a pas d'additifs, s'ils ne sont pas trop gras, trop sucrés, trop salés. On en avait parlé, souviens-toi, dans la saison 1 du podcast. Et voilà, je m'étais d'ailleurs interrogé sur leur business model pour savoir s'ils étaient vraiment indépendants. Et justement, un des moyens, je pense, qu'ils ont de se financer, c'est de pouvoir publier des livres autour de la nutrition. Et donc, c'est aussi important de pouvoir les soutenir si on utilise cette appli. Et en plus, ce livre, il est vraiment, vraiment très bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il est très complet. Honnêtement, je ne sais pas s'ils ont oublié des choses, tellement il est complet. Il est extrêmement pédagogique, ça c'est extrêmement important. Même un enfant de 5 ans va pouvoir avoir toutes les clés de l'alimentation saine. Les illustrations aussi sont pour beaucoup. Même quand on n'est pas comme moi un pro de la nutrition, mais qu'on veut quand même des informations complètes et précises, ce livre il est parfait. Voilà, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Le guide d'alimentation saine de Yuka, je pense que ça va être un best-seller pour les fêtes parce que c'est un excellent idée cadeau. Moi-même, j'en ai acheté plusieurs pour pouvoir l'offrir à mes proches et je pense que c'est un beau cadeau. Donc voilà, le guide de l'alimentation saine, c'est à la maison d'édition publié par Marabout. Je pense que c'est aussi important de le préciser. Ouais, il faut soutenir les éditeurs qui subissent aussi la crise comme beaucoup. Mais en tout cas, je te remercie, Guillaume, parce que moi je vais aller regarder ça d'un peu plus près parce que y a des idées un peu répandues et souvent on nous fait le reproche à nous, hein, on peut le dire, sur la diététique, et en gros c'est qu'une affaire de spécialistes avec des choses très compliquées, mais en fait les choses elles s'expliquent très facilement. Donc tous ces ouvrages qui vulgarisent, et quand je dis vulgariser, c'est vraiment dans le bon sens du terme, qui rendent accessibles ces connaissances-là, moi ça me paraît important d'en faire la promotion et d'en parler, n'en déplaise à certaines personnes qui pensent que voilà, par exemple on ne devrait se cantonner qu'à parler techniques de course. Non, parce que ça en fait partie et c'est tellement important, et que les choses sont souvent juste une question de bon sens, et que ça, entre guillemets, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Il faut simplement bien se renseigner et apprendre intelligemment. T'as entièrement raison, Fred, de souligner ce point-là. C'est vrai que la nutrition, c'est un sujet qui déchaîne beaucoup de passion, notamment sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup d'experts internationaux, spécialistes de la question, ou en tout cas autoproclamés, parce que voilà, c'est un sujet qui leur tient beaucoup à cœur. Je vais même pas perdre mon temps à parler de ça parce que je pense que ça concerne une minorité de personnes et en plus, on sait très bien, je prends l'exemple des macromolécules, que la recherche, elle est pas, voilà, on n'a pas encore beaucoup de certitude d'un point de vue scientifique sur ça et que ça évolue énormément. Donc voilà, de toute façon, généralement, on sait très bien que ceux qui sont bourrés de certitudes et pensent tout savoir sont la plupart du temps ceux qui en savent le moins. Fred, merci en tout cas pour cet épisode très enrichissant. Je le rappelle, toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le programme VMA Boost, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.training.dtdc.fr. On met le lien en description. Fred, je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À lundi. Eh ben, écoute, à lundi prochain, et puis porte-toi bien d'ici là, et vous toutes et vous tous, et retrouvez un gain de motivation si vous l'avez perdu. Salut!